Bonjour Isabelle Surplis, merci d'avoir accepté cet entretien avec l'ASLA. Pour te présenter brièvement, tu es une femme, une épouse et une mère, mais aussi engagée pour la défense du schéma de la famille traditionnelle. Tu es aussi sous mandat municipal et régional, mais aussi lanceur d'alerte. Qu'est-ce qui t'a fait connaître auprès du grand public ? Alors en fait, au début de mon mandat de conseillère régionale, il y a eu un gros événement en 2016, septembre 2016. C'est cette fameuse réunion publique à Val-Fleury, un petit village dans la Loire. Val-Fleury qui devait accueillir 80 migrants, alors qu'elle ne compte que 732 habitants. Donc j'ai été alertée par les habitants et j'ai été mandatée pour représenter le Rassemblement national et du coup porter la contradiction face au sous-préfet et lui demander en fait des comptes. Il se trouve que ce jour-là, il y avait Canal+, M6, mais j'avais aussi emmené mon caméraman et la séquence en fait filmée par mon caméraman a été reprise par tous les médias nationaux et régionaux parce que je crois que j'ai posé les bonnes questions, à savoir qui paye, pourquoi sont-ils sous surveillance, pourquoi Val-Fleury et tout un tas d'autres contradictions. Et en fait, ce qui les a beaucoup embêtés, c'est qu'il y avait 400 personnes dans cette salle municipale et que il y a eu une espèce de clameur quand je leur ai dit que je venais les aider au nom de mon étiquette politique. Donc ça a fait énormément parler et on est passé de 80 migrants finalement à 35 acceptés et finalement ces migrants-là ont disparu dans la nature parce que la préfecture nous a avoué ne pas savoir où ils étaient. Donc c'était une victoire d'abord de principe parce qu'on avait attiré l'attention sur cette répartition migratoire dans les campagnes, une victoire technique puisqu'on avait divisé par plus de 2 en fait finalement le nombre de migrants, et puis une victoire politique parce qu'enfin on s'emparait de ce sujet et les gens, les habitants comprenaient enfin qu'en fait c'était utile de faire appel à leurs élus. Tu t'es aussi fait connaître plus récemment en tant que lanceur d'alerte ? Alors voilà, donc ayant travaillé pas mal de dossiers, le dernier en date pour lequel j'ai fait parler de moi, c'est le fameux imam radical de la mosquée, d'une des 2 mosquées d'ailleurs de Saint-Chamond, puisque je revendique surveiller ces communautés qui font beaucoup trop parler d'elles. Et le 20 juillet 2021, j'ai lancé l'alerte sur un prêche hautement anti-républicain de cet homme qui s'est avéré être comorien depuis 8 ans sur le territoire national français, vivait de titres de séjour renouvelés en titres de séjour renouvelés. Et donc, suite à cette infraction caractérisée et avec, on va dire, beaucoup de ténacité de la part de nos équipes, on a tanné la préfecture jusqu'à ce qu'elle applique cette fameuse OQTF dont il avait été frappé. Et Monsieur Hamadi Hamada est retourné aux Comores, le 2 mai 2022, jour de l'Aïd, ce qui ne manque pas de souligner que la préfecture a le sens de la propos, je trouve, mais surtout c'est une victoire éminemment politique parce que avec l'actualité de ces derniers jours, c'est une preuve que appliquer les OQTF c'est possible. Renvoyer un clandestin, renvoyer un immigré, un criminel étranger dans son pays d'origine, c'est possible. Et est-ce que tu t'attendais à de telles retombées, soit médiatiques, politiques, personnelles ? Alors pas du tout, parce qu'on fait toujours ça un peu la tête dans le guidon avec les équipes qui m'accompagnent en se disant qu'on fait ce pourquoi j'ai été élu, ils font ce pourquoi ils sont engagés. Mais le jour où la préfecture a annoncé son expulsion, je me suis dit que ça allait faire grand bruit. Je ne croyais pas un seul instant qu'on pouvait faire plier l'État. Mais si vous voulez, on a créé un modèle qu'on va d'ailleurs faire appliquer à d'autres départements, mais on a créé un modèle qui fonctionne et on était absolument ravis parce que en fait on faisait plier l'État et on se supplantait à lui, ce qui je pense a été une honte en fait finalement pour les autorités publiques. Et est-ce que tu as eu peur des représailles, que ce soit pour toi, pour tes proches, pour ta carrière ? Alors des représailles, il y en a eu. Évidemment, on se doute bien que quand on n'est pas dans ce fameux camp du bien, on est sujette à menaces. Donc, pour ma part, ça fait 6 ans que je suis menacée de mort, de violence, de viol. On a menacé de tuer mes enfants, on m'a téléphoné.
On m'a téléphoné de la Belgique en m'expliquant qu'il fallait désormais que je regarde toujours derrière mon épaule. On m'a expliqué, on a écrit sur les murs que je finirais probablement comme un rat mort récemment là, début octobre. Donc les représailles, elles sont un peu là. Politiquement, j'ai envie de dire que c'est le jeu de mes adversaires politiques de plutôt se taire, ce que j'appelle une représaille un peu lâche, puisqu'en fait j'ai du silence en face. Et après des représailles judiciaires, j'en ai eu, puisque maintenant je peux en parler puisque le dossier a été classé sans suite, mais on m'a demandé cette année de venir auprès de la police judiciaire m'expliquer sur une potentielle fraude au compte de campagne des municipales 2020, donc des dossiers qui datent maintenant. Et c'est pendant cette audition, eh bien le gradé en personne en question, eh bien a par maintes reprises posé des questions sur la fameuse mosquée et l'imam de Saint-Chamond. Alors évidemment, je ne peux pas vous le prouver, je ne peux que vous le conter, mais ça c'est une persécution judiciaire et ce sont des représailles suite à mon engagement politique et aux idées que je prône. Donc voilà, aujourd'hui il y a un classement sans suite et je m'en réjouis, mais je peux vous dire que c'est entre ça et la mise en examen, c'est pas toujours agréable, mais je rencontre pas mal de soutien, dont la SLA, et ça permet d'avancer parce qu'en fait sans soutien on fait pas grand-chose, en vérité. Est-ce que ces persécutions politiques ont renforcé tes convictions et ton implication dans le combat que tu as choisi de mener? Eh ben, j'ai envie de dire de manière très logique, oui. Alors, c'est pas logique pour tout le monde. En fait, je pense que mon tempérament provençal, dont j'ai hérité de parents bien ancrés sur le territoire national, me donne cette force et au plus on m'empêche d'agir, au plus j'ai envie d'agir. Donc évidemment, parce que c'est Jean-Marie Le Pen qui disait à raison qu'il parle de bien en moi, en mal, en bien ou en mal. L'essentiel c'est qu'il parle de moi. Alors moi c'est plutôt qu'il me persécute ou ne me persécute pas. L'essentiel c'est que je puisse en fait agir et obtenir gain de cause. Donc oui, ça me conforte. Et justement toutes les suspensions de comptes Twitter, mise en examen, insultes, menaces de mort, intimidation téléphonique sont autant de médailles pour moi que je m'auto-attribue du coup. Et quelles sont les procédures pour lesquelles la SLA a pu t'apporter de l'aide, que ce soit les procédures juridiques, des procédures administratives? Alors justement, au moment de la mosquée, donc je fais un petit retour en arrière, donc la mosquée dont j'ai fait expulser l'imam radical. Donc je donne l'alerte le 20 juillet 2021. Eux déposent plainte, la mosquée dépose plainte contre moi aux alentours de novembre-décembre, aux alentours de Noël 2021. Et j'en ai connaissance en février 2022. Je suis donc convoquée en audition libre auprès du commissariat de la police nationale de Saint-Chamond et j'apprends avec stupéfaction que je suis mise en examen pour diffamation publique en raison de la race, de l'ethnie ou de la religion, enfin ce fameux article de la loi de la presse. Donc la mosquée dépose plainte contre moi pour les mêmes raisons que pour les mêmes propos qui ont conduit l'imam radical de Saint-Chamond à être expulsé par les autorités françaises. Et ça c'est assez cocasse parce que donc on m'accuse, ce qui a permis de faire expulser un étranger en situation irrégulière. Donc là je me retrouve un peu seule parce que eh bien je reçois un avis de mise en examen et donc je vous préviens sur les réseaux sociaux, je n'ai évidemment que ce moyen-là qui est un très gros moyen, on appelle ça vraiment une agora. Et donc je vous alerte tous en vous disant voilà, je suis sur le point d'être mise en examen. Bon, c'est un avis de mise en examen donc c'est déjà le cas en raison de mon combat contre l'imam radical. Et un jour, je reçois un coup de fil. J'étais au conseil régional. Je le dis avec beaucoup d'émotion parce qu'encore une fois, je me suis retrouvée en famille. On s'est dit bon, qu'est-ce que ça implique une mise en examen? Quelle somme je dois allouer sur mon budget familial pour cette mise en examen? À quoi dois-je m'attendre comme procédure, quoi? C'est-à-dire en quoi ça consiste une mise en examen? Parce que finalement, c'est pas tous les jours. Et donc, à coup de fil de la SLA un jour,
au conseil régional et qui me dit et donc je réponds qu'est-ce que je peux faire pour vous cette fois-ci mes amis, et vous me répondez cette fois-ci c'est nous qui pouvons quelque chose pour toi, en raison de ton combat on te propose de t'aider. Et vraiment, et je le dis avec beaucoup d'émotion parce que j'ai été lâchée par le Rassemblement national, j'errais un peu dans ce combat judiciaire un peu impressionnant. Et donc voilà, donc tout a commencé comme ça. Et j'ai découvert le grand cœur de l'ASLA et une aide indéfectible et extrêmement utile, puisque quand on part à la guerre, il faut des armes. Moi, je suis un peu partie en tenue d'Ève, si je puis dire, avec toute mon innocence de citoyenne engagée. Et voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé entre vous et moi. Les membres de l'ASLA sont très heureux d'avoir pu te venir en aide, surtout dans la situation qui était la tienne au moment où tu avais besoin de nous. Donc nous avons vu Isabelle Surplis, lanceur d'alerte. Maintenant, nous pouvons peut-être nous tourner vers le côté plus femme politique. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qui te motive le plus en politique? Alors moi, j'ai été nourrie de pensées politiques par mon père, qui nous a donné cette appétence pour la chose politique au sens large, c'est-à-dire vraiment la cité, s'occuper des choses publiques. Ce qui me passionne en fait, parce que c'est bien plus qu'un mandat de conseiller régional ou de conseiller municipal, c'est plus que du lancement d'alerte, c'est vraiment une passion, c'est de m'occuper en fait des autres. Et je trouve que on a en France cassé ce lien, on a dégoûté, on appelle ça le désamour pour les urnes, vous savez, ce dégoût pour le politique. On rencontre les gens qui nous disent de toute façon vous êtes tous pourris. Ça, c'est assez blessant parce que non, en fait, tous les élus ne sont pas des escrocs, des bandits, ils ne détournent pas des fonds. Donc, je suis passionnée pour d'abord rétablir ce lien, mais surtout être au service des autres. Parce qu'en fait, faire de la politique, c'est être au service des autres. C'est-à-dire qu'en fait, les gens nous élisent et ce ne sont pas les citoyens qui sont à mon service parce qu'ils m'ont élu, mais bien l'inverse. C'est-à-dire que je considère que je suis corvéable. Alors peut-être que je le fais un peu trop et que je suis parfois un peu débordée, mais j'estime que du plus petit ennui personnel qu'un citoyen peut avoir jusqu'à une grande cause nationale comme la submersion migratoire, l'élu doit être au service de ces gens. Donc, ça pourra en étonner plus d'un, mais j'organise autant des déménagements de copains de Saint-Chamond qui se reconnaîtront et je les embrasse parce que personne ne les a aidés, ni la famille parce qu'ils n'en ont plus, ni la ville parce qu'elle n'en a que faire, ni les autorités parce que c'est pas leur boulot. Donc voilà, déménager, trouver un boulot, trouver une école aussi, il y en a qui se reconnaîtront parce qu'on a des enfants handicapés et que le système français est très mal outillé et ne répond pas à cette demande, jusqu'à des lancements d'alerte nationale, que ça soit sur la mosquée ou sur l'école normale sub de Lyon. Mais voilà, moi ce qui me plaît en fait, c'est ce lien avec les autres. On est des animaux sociaux et il faut, surtout après la crise Covid, en fait rétablir le lien. Et aujourd'hui, les Français en ont plus que besoin en fait de créer des liens avec nous, avec leurs élus, parce qu'ils savent en fait. C'est pas qu'eux sont des sous-citoyens, mais nous ils savent que notre parole est entendue. Ça c'est hyper important. Parce qu'on est élu. Alors je suis pas plus protégée qu'eux, mais je suis plus écoutée. Donc c'est en ça que je peux les aider. Et effectivement, en fait, œuvrer au bien commun, moi ça me transcende de pouvoir me dire qu'à ma toute petite échelle, je puisse mettre une toute petite pierre sur un édifice dont je ne verrai sûrement pas la fin. Un peu comme nos ancêtres quand ils construisaient des cathédrales. Et ça, voilà, je trouve ça beau et c'est pour ça que je fais ça. Tu engages beaucoup de ta personne pour les autres, pour ce qu'on pourrait donc qualifier, d'après tes propos, presque de passion pour la politique, pour la vie publique. Et avec cela, on peut se poser la question, est-ce qu'on peut être une femme politique et à la fois prendre des risques pour soi, pour sa famille? Je crois que oui. Oui, j'ai l'impression que oui. Je pensais pas, en fait, comme vous. Mais à ça, j'ai envie de dire, finalement, oui. Alors après, je suis pas du tout féministe engagée. En fait, moi, je suis féminine assumée. Mais je trouve que c'est dommage que on soit, nous, femmes et mères au foyer, obligées de
de sortir et de brandir, et en fait finalement de croiser le fer, hein, parce qu'on le fait. J'ai eu quelques altercations dans la rue où j'ai bien cru que ça allait mal finir. Donc là, on est vraiment dans le dur. Voilà, je regrette juste que les femmes sont obligées de s'emparer de ce monde-là, mais je suis heureuse de le faire et oui, je pense que c'est possible. Tu as mentionné tout à l'heure nos ancêtres et leur implication dans la construction de notre histoire. Tu pourrais nous parler peut-être d'une de tes figures historiques, d'un de tes personnages historiques préférés? Alors c'est assez drôle parce que d'abord au début j'ai fait des études de communication. J'ai fait une licence trilingue, anglais, espagnol, russe, et rien ne me prédestinait à faire de la politique. Mais donc cette première action à Val-Fleury, j'y ai vu un peu comme un signe parce qu'à Val-Fleury en 2016 il y avait 732 habitants et Val-Fleury était menacée par une invasion migratoire qui, disons-le, était majoritairement musulmane. Donc je me suis dit ça alors, un tout petit village gaulois de 732 habitants, comme finalement Charles Martel à son époque, j'y ai clairement vu un signe. Et ce qui est assez drôle, c'est que je suis née le 25 octobre. Et donc le 25 octobre, cette date où Charles Martel repousse les Sarrasins à Poitiers. Et je me suis passionnée sans le vouloir, en fait, vraiment de manière assez, on va dire, providentielle, sur la lutte contre l'islamisation de la France. J'ai eu des rencontres tout au long de ma très courte carrière politique avec des gens absolument passionnants. Et je finis par me spécialiser, passionnée par ce combat entre l'islam radical et la France de nos ancêtres, en me disant c'est pas possible, quelque chose se passe, il faut faire quelque chose, et pour pouvoir faire, il faut comprendre. Et j'ai régulièrement des clins d'œil de Charles Martel dans ma vie politique, dans ma vie personnelle aussi, que je ne peux pas vous révéler, mais certains le sauront. Et c'est assez incroyable parce que c'est un peu Charles Martel qui s'est invité dans ma vie. Et je le remercie parce qu'il m'inspire beaucoup. Et je n'ai pas la prétention de faire comme lui, mais en tout cas, il m'inspire énormément et je suis effarée de voir qu'il est occulté dans les enseignements d'histoire dans nos collèges, parce que je pense que entre Jeanne d'Arc et Martel, en passant par bien d'autres, s'ils n'avaient pas été là, eh ben, nous ne serions pas là en train de converser en langue française dans un pays libre pour l'instant. Oui, c'est une référence historique assez haute en couleurs. Revenons un petit peu plus sur le côté politique de ta carrière, de ta vie. Est-ce que tu pourrais nous parler d'un événement politique qui t'a plus marqué ces dernières années? Alors, il y en a eu beaucoup, donc c'est vrai que la question était cossue. On va dire que ça sera forcément lié avec mon activité politique, mais moi j'ai été extrêmement marquée de l'assassinat et la décapitation de Samuel Paty. Alors pour plusieurs raisons, parce qu'en fait on est dans le milieu de l'enseignement, donc vraiment dans l'éducation nationale, qui est réputée pour être plutôt à gauche. On est dans un milieu, ce que j'appelle populaire, mais au sens noble, à moitié de France périphérique et à moitié d'érudits, et on est sur un schéma où personne, en fait tout le monde s'est moqué un petit peu des alertes de cet enseignant, et où finalement le pire est arrivé. Le pire est arrivé avec une stupéfaction d'autant plus grande qu'on venait d'essuyer cette mare de sang du Bataclan, Charlie Hebdo, comme si en fait on n'avait rien appris de ces leçons sanguinaires. Moi, je me suis trouvée extrêmement choquée parce que j'ai des amis enseignants dans des lycées avec un brassage et une mixité sociale qui les amène à des situations comme ça parfois, c'est-à-dire à parler de laïcité, des racines chrétiennes de la France, et ça bloque. Il y a quand même aujourd'hui, il faut le rappeler, un enseignant sur deux qui s'autocensure. Moi, je trouve ça quand même colossal, et je trouve que ça pointe du doigt, si vous voulez, le mépris des autorités et de la hiérarchie, que ça soit dans le ministère de l'Éducation nationale ou dans le ministère de l'Intérieur,
il y a une espèce de mépris où je pense que les types se disent « Ouais, non, ça n'arrivera pas ». Une espèce de... Ils vivent pas dans le même monde que nous, en fait, ces gens-là. Ces autorités publiques, ces ministres, ces Pape Ndiaye, ces Gérald Darmanin. Mais je me demande, mais où est-ce qu'ils vivent pour avoir à ce point méprisé ces alertes? Et donc, moi, je suis restée là-dessus. J'avais d'ailleurs déposé un vœu en région qui a été accepté pour instaurer plus de concours d'éloquence, parce que je pense que les lycéens, les collégiens doivent continuer de s'exprimer. Il n'y a pas de raison. Il n'y a aucune raison pour que on va dire la liberté d'expression se restreigne, comme elle se fait déjà pas mal, et notamment aussi mettre un point d'honneur à parler justement de ces sujets encore plus, et à ce que les profs soient défendus. À partir du moment où un parent émet l'éventualité qu'on ne peut pas parler de liberté d'expression, de caricature de Mahomet et d'islam dans la classe de la République, c'est qu'on a vraiment un gros problème. Donc ouais, énormément choquée par ça. Surtout que je n'ai pas l'impression que depuis les choses, des actions politiques soient redescendues de la part du national. Concernant cette non-action vis-à-vis des alertes lancées par Samuel Paty, penses-tu que de la part de la classe politique, on soit dans une forme de déni ou alors, plus grave, dans une forme d'occultation de l'information? Alors c'est marrant parce que cette question, elle m'est souvent posée en interview. Alors moi je leur réponds en fait il y a trois choses. Il y a trois facteurs. Le premier c'est la peur. Moi j'ai un maire en face de moi à Saint-Chamond qui est d'hiver droite LR et qui à chaque fois que je parle d'islamisme a la voix qui chevrotte. Je sais pas si vous vous rendez compte. Cet homme qui est un apparatchik de la politique a la voix qui tremble. Donc j'imagine même pas l'état de ses mains s'il doit agir. La deuxième chose, donc la première c'est la peur. La deuxième chose c'est la méconnaissance. Je m'adresse à des gens qui ne connaissent pas leur adversaire et leur ennemi, qui sont totalement ignorants de l'islam radical sur leur propre sol, c'est-à-dire pas en France en général, mais dans leur ville. Pour reprendre cet exemple, ce même maire LR a posé la première pierre en 2015 de la mosquée Mihigorus sur sa commune, donc du bras armé d'Erdogan, de la Turquie. C'est quand même incroyable. Donc la peur, la méconnaissance, et le troisième facteur, c'est une élite qui est hors sol en fait. On n'a pas du tout le même quotidien qu'eux. Moi, je suis une femme qui fait ses lessives, qui paie ses impôts, qui, j'ai envie de dire, j'ai un quotidien tout à fait normal. Je connais le prix d'une baguette, du kilo de tomates quand c'est l'été surtout. Mais voilà, on a affaire à des gens qui sont totalement décorrélés de ce que vivent les Français, la plupart des Français, et qui sont des technocrates hors sol. Donc vous prenez ces trois ingrédients, ça donne de l'inaction politique. On va passer sur une autre partie de notre entretien, plus ciblée autour de ta carrière politique et de ta vision des choses, de manière plus globale. Est-ce que tu regrettes d'avoir quitté le RN ? Alors le moment où je quitte le RN, c'est ce moment où je suis seule et où je les alerte sur cette mise en examen, ce procès que me fait la mosquée de Saint-Chamond. Je dis régulièrement que je n'ai pas eu le soutien escompté de ma famille politique et je quitte le mouvement. Alors non, je le regrette pas parce que je pense il faut pas mettre tous ses espoirs dans une formation politique en règle générale. Je pense qu'il faut sortir des oukases d'appareils. Mais pour moi, ça a été avec une succession, évidemment, que je n'étalerai pas parce que je ne trouve pas utile d'étaler les rancœurs de fond et de forme. Mais voilà, ça a été, je l'ai dit, pour moi le point de non-retour, c'est que ne pas soutenir les hommes et les femmes qui mènent des combats de front et qui risquent leur peau, pour moi constitue une trahison politique et idéaliste. Donc voilà, j'ai mis fin j'ai mis fin à mon appartenance au RN, mais je continue en fait à avoir pas mal d'échanges et j'ai beaucoup de liens avec des élus, des militants du Rassemblement national. Je suis moi-même au conseil municipal élue avec une femme sur ma liste qui n'avait pas la carte du RN et qui l'a prise, parce que ce qu'on veut incarner justement,
Et ça, j'y tiens beaucoup. Ce qu'on va incarner, c'est vraiment une union des droites, c'est-à-dire des droites nationales qui pensent que la France peut encore rester la France. Donc, aucun regret. Et moi, je pense même que l'avenir, c'est dans la conciliation des deux camps. Tu prônes plutôt un rassemblement des droites? Ouais, rassemblement des droites, parce que je pense qu'on gagnera jamais tout seul, et en fait, on l'a vu. Chaque fois qu'on progresse sur certains points, notamment au RN, eh bien, on perd des voix par ailleurs. Je pense que oui, je pense que le RN et Reconquête a tout intérêt à penser ensemble, parce que sinon, ça va être très compliqué. Quelle est ta vision sur l'affaire Lola? Es-tu pour ou contre les rassemblements? Alors, je sais pas par où commencer. Il y a un an, il y a eu un drame dans notre région. Elle s'appelait Victorine Dartois et elle a été assassinée par ce multiculturalisme prôné en permanence. Il se trouve que la famille Dartois, on les connaît. Donc je peux vous dire que ça m'a vraiment fichu un coup. Je pensais pas que je serais aussi atteinte par ce drame, parce que d'abord je pensais pas qu'on pourrait revivre ça un jour. Alors que vous dire à part ce qui a déjà été dit, en fait on touche du doigt là trois choses. La première, c'est le résultat de ce qu'on dénonce depuis des années, des dizaines d'années. Le résultat d'une immigration non contrôlée, non maîtrisée, c'est-à-dire un clandestin frappé d'une OQTF cette clandestine qui n'avait rien à faire j'en perds mes mots, rien à faire sur le territoire national français. On a finalement ce qu'on a hurlé avec les loups de la récupération politique, mais pour le petit Thaïlande, bizarrement, ça posait problème à personne, hein, de montrer la photo de cet enfant mort sur une plage. Ces rassemblements, il faut qu'ils aient lieu, parce que ne rien faire, c'est ne rien dire, c'est accepter. Parce que il n'y a pas de date limite de péremption, il n'y a pas de délai en fait officiel à partir duquel on peut parler de l'ingérence de l'immigration massive, parce que on ne va pas attendre un certain volume de sang versé, et pardon d'être aussi trivial, on va pas attendre un nombre de litres de sang versé avant de faire quelque chose. En fait, moi j'ai des enfants des aînés de 12 et 13 ans qui une partie de leur vie rentrent à pied, donc je me sens directement concernée. L'horreur avec laquelle a été assassinée Lola et les circonstances qui font penser à tout le monde que ça aurait pu être évité sont insupportables à l'ensemble de la population. C'est insupportable. Le rassemblement auquel j'ai participé jeudi soir a permis de délier la langue. En fait, les organisateurs, ils ont donné le micro aux gens. Et ça, c'est hyper intéressant. Parce qu'en fait, il y avait pas c'était pas un rassemblement politique, et que les gens qui ont pris la parole n'étaient pas encartés dans quelque parti que ce soit, et ont dénoncé un grand remplacement, une insécurité grandissante, une envie de remigration. C'était assez incroyable. Donc oui, il faut se rassembler, c'est même pas ce que l'on pense. Oui, il faut se rassembler parce qu'en fait, il faut qu'on se compte. Il faut qu'on puisse se compter pour voir avec qui on peut travailler. Moi, le soir de l'hommage à Lola, j'ai des militants, des jeunes qui sont venus me voir en me disant on vous connaît, on veut venir vous aider. Des gens de Saint-Chamond. Donc en fait, il n'y a que comme ça, en fait, il n'y a qu'en refaisant le lien. Alors évidemment, c'est pas suffisant, j'ai envie de vous dire, un rassemblement. Personnellement, ça me laisse extrêmement... je suis frustrée de ce genre d'action, parce que je trouve que ce n'est pas assez. Mais c'est même la moindre des choses, pour répondre à votre question, un rassemblement. Mais effectivement, je crois vraiment qu'il se passe quelque chose, et je me demande si c'est pas l'immondice de trop. J'espère que ça l'est, parce que ça voudrait dire qu'on pourrait éventuellement faire changer la peur de camp et renverser la balance. Mais maintenant, moi, ce que j'exhorte les gens à faire, parce que les principaux responsables de ce genre
de sordides assassinats sont les préfectures. Et maintenant, moi, je compte bien, pour d'autres affaires, d'autres dossiers similaires, mettre la pression sur les préfectures. Ce sont eux directement les dépositaires et les garants de la sécurité des citoyens en département. Donc si j'ai bien un conseil à donner, c'est que ce sont ces personnes-là à qui il faut s'adresser et sur qui il faut mettre une pression durable et populaire. Autre question concernant peut-être tes ambitions, tes vues au long terme sur ta carrière politique. Est-ce que tu as l'intention de te présenter aux élections européennes? Alors moi je me présente jamais si on me demande pas d'y aller en règle générale. En fait avant c'est vrai que dans notre département les gens ne savent pas mais il y a les sénatoriales donc j'ai plutôt ça à l'esprit. Mais c'est vrai que les européennes ne sont pas une élection desquelles je raffole parce que ça me renvoie toujours un peu une image. J'ai l'impression que dans cette opposition de cette instance là, il n'y a pas grand-chose à en tirer. Moi, j'ai besoin, en fait, si j'étais élue à un scrutin, de savoir que je pourrais être proactive. Donc, non, je laisse ceux pour qui c'est la compétence toute particulière et ceux qui ont cette appétence pour l'échelon européen tel qu'il est décrit à Bruxelles et à Strasbourg. Mais as-tu des pronostics sur ce sujet-là, quant aux élections européennes? Alors moi je vais vous dire un truc que Charles Perrault, mon père en politique, m'a toujours dit. Charles Perrault qui était un historique du FN RN, il me disait ma fille, parce que les gens pensaient que c'était mon père, c'était drôle. Ma fille en politique, rien n'est jamais écrit. Donc voilà. Est-ce que tu as des projets pour les mois, pour les années à venir? Alors on va dire quelques dizaines de milliers pour voilà pour faire court. Oui, évidemment, vous savez que j'ai plein de dossiers dans les tuyaux qu'on va sortir au fur et à mesure. Moi, ma principale préoccupation, c'est de faire grossir mes rangs parce que comme je le disais tout le temps, comme je disais à Lasla la première fois qu'on a eu contact, hein, c'est que moi toute seule, en fait, je ne produis rien, je ne fais rien. Il me faut des équipes, soit qui n'apparaissent jamais, voilà, et qui font un travail de l'ombre. Et je peux vous dire qu'il y a tellement de boulot qu'il y en a pour tout le monde. Mais voilà, faire grossir les rangs pour aussi monter la prochaine liste des municipales. Moi, il me faut 38 colistiers. J'ai besoin d'eux aussi pour à chaque fois qu'on déterre un gros dossier sur l'islam radical. Donc voilà, le principal projet qui motive un peu tous les autres, c'est de grossir les rangs parce que je pense clairement qu'on a besoin de se compter et de faire bloc. Et on monte pas une armée avec un cure-dent et 3 bouts de chips. Donc voilà, j'ai vraiment on va dire, j'ai à cœur d'agrandir l'équipe. Et puis à notre modeste échelon, ouais, de faire expulser encore des criminels étrangers sous OQTF. Ça, il y a pas de problème. Et surtout, en fait, c'est très prétentieux ce que je vais vous dire, mais moi j'ai envie de sauver la France. Donc ça va être le gros projet et la dernière chose à dire, c'est de transmettre, parce que si je transmets pas à mes enfants tout ce que je suis en train de vous dire, ben on aura perdu. Et ça sera terrible. Donc voilà, c'est un peu ces 4 lignes là. Donc 2 grands projets, faire grossir mes équipes, sauver la France et transmettre avant tout. Je pense que sans ces ingrédients, ça sera compliqué. Merci beaucoup en tout cas pour ta participation à cet entretien. Nous sommes heureux de t'avoir reçu et au plaisir de t'avoir de nouveau sous nos caméras. Bah merci à vous, merci Lasla, donnez à Lasla, soutenez-les parce que même 10 €, même en proposant à vos mains, en proposant un don, eh ben vous avez l'impression que c'est rien, mais pour eux, pour nous, c'est beaucoup. Donc je les remercie vraiment du fond du cœur et je leur dis évidemment à très bientôt.